Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. En ce matin glacial du 3 février 2023, on va se jaser aujourd'hui de mutualisation du transport en sécurité alimentaire. Donc, on va explorer les leçons apprises de deux projets qui visent à approvisionner les Montréalaises et Montréalais en aliments. Donc, je suis Erika Salem, chargée de projet pour l'Espace Cuisine et chargée de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais. Aujourd'hui, on collabore avec le collectif Récolte. En fait, ça fait une série de webinaires qu'on organise avec le collectif Récolte en collaboration pour parler de mutualisation en sécurité alimentaire. Donc, aujourd'hui, on parle de transport. La dernière fois, on a parlé d'approvisionnement. Donc, on continue à se poser, à explorer le projet, notamment le projet des leçons apprises du Salim, qu'on va vous parler un peu plus aujourd'hui. Mais donc, j'ai la chance de collaborer avec Raphaël, Émilie et Maggie. Et puis, je vous remercie pour votre collaboration. C'est super agréable de travailler avec vous. Et aujourd'hui, on a les Jardins Caria et la CDC Plateau Mont-Royal qui vont nous présenter leurs leçons apprises de leur projet de camion partagé. Donc, juste pour savoir, parce qu'on est quand même 64 personnes aujourd'hui, je serais curieuse de savoir, en levant la main, qui a déjà partagé participé, je veux dire, à un webinaire de l'espace cuisine. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez déjà, il y en a qui se posent la question, est-ce que j'ai déjà participé à un webinaire de l'espace cuisine? Comme ça me permet de savoir, bon, mais est-ce que je répète mon laïus? Ah, il y a quand même des gens dans la salle qui n'ont jamais participé, mais j'aime voir qu'il y a une bonne majorité qui ont quand même déjà participé. Donc, qu'est-ce que l'espace cuisine? Vous pouvez tous baisser vos mains, c'est une façon de tester la technique. Mais l'espace cuisine, dans le fond, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire afin de partager les outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement des personnes les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas juste pour les personnes qui travaillent à Montréal. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes de partout au Québec qui se sont joints à nous parce qu'il y a vraiment plusieurs projets de mutualisation en transport pour la sécurité alimentaire au Québec et on est vraiment content de vous avoir avec nous. Donc, l'espace cuisine, ça vise à favoriser un partage de la compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire. On veut mettre de l'avant et promouvoir des approches les plus porteuses pour répondre à la sécurité alimentaire. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et les actrices. On aime ça vous rassembler pour que le monde se connaisse, sache qui fait quoi à Montréal pour la sécurité alimentaire, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qui se passe. Puis, on veut harmoniser le travail qui est réalisé pour la construction des systèmes alimentaires locaux et durables. Donc, on veut notamment harmoniser ce qui se passe au niveau local, au niveau régional, au niveau supra-régional. Donc, on veut faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble dans les différents paliers d'action. Donc, mise en contexte, aujourd'hui, on parle de mutualisation du transport. Le but du webinaire, c'est de transmettre les leçons apprises et les meilleures pratiques des projets de camions partagés entre producteurs et productrices, ainsi qu'entre les organismes communautaires. Donc, on va voir s'il y a des différences entre les deux types de projets, s'il y a des façons de faire qui sont pareilles, s'il y a des enjeux que finalement, c'est tout le monde qui vit quand on partage un camion ou pas. Il y a peut-être des divergences entre les deux projets. C'est une poursuite d'une conversation qui a déjà eu lieu. En avril 2022, on s'était rassemblés dans un webinaire qui parlait déjà de mutualisation. On avait La Cantine pour tous, puis Beaufaction Rosemont, qui nous avaient présenté leurs différents projets de mutualisation d'infrastructures en général. Donc, on avait des cuisines, on avait des camions, puis on a commencé à aborder le sujet. On a une fiche de questions-réponses que je pourrais même vous partager dans le chat qui avait été issue de ce webinaire-là. Puis ça permettait de savoir, est-ce qu'il faut un permis? Quel genre de permis il faut pour conduire le camion? Est-ce que ça prend des assurances? Est-ce que vous partagez une ressource humaine qui conduit le camion? Donc, toutes ces réponses sont dans le document qui sera dans le chat dans quelques secondes. Ensuite, c'est ça, on poursuit cette conversation-là. Mais aujourd'hui, on voit deux projets. Donc, le projet porté par la CDC Plateau Mont-Royal, la salade du plateau. Et puis, c'est Véronique Granger et Charles Archambault qui vont nous présenter ça. Ensuite, en fait, ça va être premièrement, c'est pas dans le bon ordre, il va y avoir Eric Hansen puis Louis Lafortune des Jardins Carrière et du collectif Récolte qui vont nous présenter leur projet de camion mutualisé entre producteurs.
Mais avant tout, je laisse la parole à Émilie qui va nous présenter c'est quoi le collectif Récolte. Merci Erika. Alors, bonjour à tous. Merci d'être nombreux en cette journée très glaciale. Alors, je me présente Émilie Boivin-Roy, alors agente de projet dans le cadre du Salim, que je vais vous présenter un peu plus en détail par après pour tout ce qui va là pour production et mise en marché. Alors, notamment, je travaille avec La Fortune et Eric pour le pôle logistique alimentaire et le sous-projet en fait Connect de camions mutualisés. Alors, c'est avec Raphaël Brunier, en fait, qui est coordonnateur au partage des connaissances et Maggie Cassin pour agente de projet aussi pour ce qui est nourrir l'innovation. On a travaillé ensemble et Erika pour mettre en place cette série de webinaires. Rapidement, qu'est-ce que c'est le collectif Récolte? Alors, c'est une entreprise d'économie sociale qui est mise sur l'intelligence collective et la mobilisation communautaire pour catalyser et co-créer des solutions locales afin de vraiment mener à des pratiques alimentaires durables et créer un avenir meilleur pour tous et toutes. La vision, en fait, de notre entreprise, c'est vraiment d'œuvrer en faveur d'un système alimentaire plus juste qui soutiennent des économies locales florissantes, des communautés saines et des environnements naturels résilients. Au sein de Récolte, en fait, on a deux programmes qui existent. C'est le SALIM pour Système alimentaire local et intégré de Montréal, qui est un programme de solutions logistiques alimentaires et nourrir l'innovation, comme mentionné précédemment, qui est un programme en innovation sociale bioalimentaire. Pour la suite, Erika. Donc, le programme Salim, en fait, qui est un programme appuyé et financé par Montréal en commun, a vraiment la vision pour 2025 d'avoir des aliments sains issus d'une agriculture de proximité qui soient accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal, mais plus largement, bien sûr, à tous les Montréalais et Montréalaises. Notre mission, en fait, c'est vraiment de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires alimentaires à Montréal, tout en améliorant l'accès au marché pour les producteurs, productrices locaux locales par le biais d'un réseau d'infrastructures physiques et numériques mutualisées. Merci, Erika. Pour terminer, alors, nos stratégies d'action, on en a quatre. Alors, en premier, production de données probantes. Ensuite, co-création avec les partenaires du changement. En troisième, pérennisation et intégration des solutions. Et pour terminer, expérimentation et transfert d'apprentissage. Au travers de cette stratégie d'action, on a vraiment la captation et diffusion des apprentissages. Alors, la série de webinaires qu'on crée avec Espace Cuisine s'inscrit vraiment dans cette stratégie. Au niveau de nos champs d'action, alors la production, l'agrégation, stockage, transformation, consommation et services à la communauté et non le moindre, le dernier, alors transport et livraison et distribution, dont le projet qu'on va parler aujourd'hui, qui s'inscrit plus largement dans le projet de pôle logistique alimentaire de l'Ouest de l'île de Montréal, que lui, La Fortune et Eric vont vous parler aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Émilie. Oui, Eric, Merci. la parole est à vous. Merci Émilie, merci Erika. Bonjour à tous, je suis bien content d'être là. Moi, je suis accompagné de Eric Hanson qui travaille en ce moment avec le collectif Récolte, mais qui est en fait copropriétaire des Jardins Caria, donc une ferme biologique située dans l'ouest de l'île de Montréal. Et pour ma part, je suis chargé de projet, donc collectif Récolte, plus spécifiquement en charge du projet de pôle logistique alimentaire de l'ouest de l'île. Et donc, le camion partagé dont je vais vous parler, en fait, la démarche collective dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de ce projet plus global. Tu peux... Ouais. Fait que, donc, la démarche du pôle logistique alimentaire de l'Ouest de l'île, on a commencé en 2020 à réfléchir à ça avec les quatre partenaires que vous voyez affichés, qui sont en fait trois fermes dans l'Ouest de l'île de Montréal, plus Groupement Partage qui pilote le programme Cultiver l'espoir avec des Trois Pierres, donc qui est un programme comment dire, de grande culture, de grande culture biologique pardon, dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc le but étant de distribuer une majorité des légumes à des personnes défavorisées. Il faut savoir que ce camion partagé, à l'époque, quand on a entamé les réflexions, n'était pas une priorité, donc il a émergé vraiment de besoins. Il a émergé en fait au cours des discussions. On s'est aperçu assez rapidement que au-delà d'un pôle alimentaire fait des espaces d'entreposage, on avait besoin éventuellement d'avoir un camion pour faciliter les opérations de livraison d'éclatement. Et au printemps 2021, on a commencé à réfléchir à une solution collective. C'est ça, on s'apercevait en fait que jusqu'à maintenant, chacun des partenaires avait soit pas du tout de véhicule, soit un véhicule qui n'était pas du tout adapté, donc pas de réfrigération, souvent, ou alors ils devaient louer de manière ponctuelle à des loueurs pour effectuer leur livraison, mais comme ce qui leur demandait finalement de l'organisation un peu dernière minute, puis ce qui a engendré des coûts assez significatifs.
On a réfléchi collectivement, puis on est arrivé à mettre en place assez rapidement, à partir du mois de juin, l'allocation d'un camion de 16 pieds, donc réfrigéré, qui a bénéficié donc aux 4 partenaires ici. Il faut savoir que la mutualisation dans ce cadre-ci, je vous parlais ensuite de 2022, mais première année, c'était vraiment une mutualisation, comment dire, au sens large, dans le sens où il y avait un camion qui était mis à disposition des 4 fermes, mais ces 4 fermes, en fait, menaient leurs opérations de manière individuelle. Donc, il n'y avait pas de tournée ou de livraison collective à proprement parler pour la première année. Prochaine diapo, Erika, si tu veux bien. Donc, je vais vous parler brièvement du processus de mise en route, puis de quelques enjeux qu'on a eu pour le démarrage, puis Eric vous parlera plus ensuite de l'opérationnalisation du projet au jour le jour. Donc, c'est sûr que pour démarrer cette initiative, première étape, c'était vraiment de se concerter. Donc avec les fermes. Donc on a fait des entrevues, on a mis en place des questionnaires pour vraiment essayer de capter les besoins des utilisateurs en termes de volume transporté, de besoins en termes de disponibilité du camion pour leurs horaires de livraison, etc., etc. On a, avec ces entrevues puis cette grille de questionnaires, on a pu justement établir des critères qui nous paraissaient importants à respecter, donc pour la taille du camion, etc. Au niveau des permis aussi, c'est sûr que c'était un enjeu de respecter une taille de camion qui permettait en fait, à toutes et tous sur les fermes de le conduire sans avoir à aller chercher un permis spécialisé. Donc ça a été aussi une étape importante au printemps. C'est sûr qu'ensuite, il y a eu un temps de démarchage quand même assez laborieux avec des loueurs pour trouver c'est ça, en fait, un plan de location qui était le plus intéressant possible. Pour c'est ça, dans le cadre comment dire, dans le cadre d'un projet de mutualisation avec 4 partenaires, c'est sûr qu'il fallait désigner un responsable attitré. Dans ce cas-ci, c'était les Jardins Carrière, puis c'est pour ça que Eric vous parlera ensuite de son expérience puis de sa coordination. Il y avait une étape ensuite, c'était de déterminer en fait, quelle ferme prenait quoi en charge en termes de coûts d'opération. Quand je vais en fait, dans ce cadre de ce projet, le collectif Récolte a financé l'allocation du camion, mais les coûts, par exemple, les coûts opérationnels, en fait, étaient aux frais des utilisateurs. Il a fallu rédiger une entente d'utilisation entre les membres, vu que les Jardins Carrière ont signé le contrat de location avec l'entreprise, mais c'est sûr qu'après, il fallait une entente qui garantissait que les utilisateurs, au nom des Jardins Carrière, en fait, prenaient la responsabilité en cas de problème. Pour ça, on s'est fait accompagner d'une avocate qui nous a aidé à rédiger une entente en bonne et due forme. Ensuite, on a dû évidemment élaborer un calendrier d'utilisation entre les partenaires, donc pour vraiment comprendre en détail quel partenaire allait utiliser le camion quel jour. Finalement, ça a été super important de rédiger une procédure d'utilisation du camion. On fait vraiment un règlement intérieur entre les membres pour savoir comment, à partir du moment où on prend le camion jusqu'au moment où on le ramène, quelles sont les étapes essentielles à respecter en termes de responsabilité pour que le camion qui soit pris en charge ensuite par les membres soit fait de la manière la plus fluide possible. On a désigné un responsable, donc une espèce en fait, ouais, c'est ça, une personne qui a chapeauté un peu toutes les opérations, puis qui s'assurait que justement les procédures soient bien respectées. Et enfin, il y a eu un outil, ça c'était surtout la deuxième année, je pense. La première année, on avait fait un premier outil en début de saison, mais la deuxième année, on avait vraiment mis un outil Excel chaque semaine qui était actualisé pour s'assurer que le tableau des réservations et les horaires étaient les bonnes pour tous. Et enfin, un bilan de rétroaction qui est essentiel à la fin de la saison pour être capable de proposer une version 2 améliorée. Tu peux passer là-dessus. Ouais, merci. Fait brièvement, comment tout ça a été structuré. Donc, le collectif Récolte jouait vraiment le rôle de bailleur de fonds, puis comment dire, de coordination en fait de la démarche préliminaire de réflexion. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vu on voulait qu'un des membres soit porteur
en fait, il fallait qu'un des membres, un des producteurs soit vraiment le porteur du projet. Donc, dans ce cas-ci, la location du camion. Donc, les Jardins Carrière se sont désignés. Donc, les Jardins Carrière étaient vraiment la ferme qui faisait affaire avec le loueur. Cependant, le collectif Récolte agissait comme bailleur de fonds. Ce qu'on a fait, on a financé la location du camion pour la saison. On l'a fait en 2 versements pour alléger. En fait, c'est ça, en 2021, je pense qu'on payait chaque mois les Jardins Carrière. En 2022, ça c'est une des améliorations qu'on a apportées, c'est qu'on a fait une contribution financière. Et ensuite, les Jardins Carrière étaient autonomes pour le paiement mensuel du loueur. Ça a facilité énormément de choses en termes d'administration. Donc, Collectif Récolte, c'est ça, agit comme bailleur de fonds. Les Jardins Carrière a fait une entente avec le loueur. Puis ensuite, entre les utilisateurs, il y avait une entente d'utilisation qui a été justement signée par toutes les parties prenantes et qui a été en fait rédigée par un avocat pour s'assurer qu'au niveau légal, tout était correct. Puis au niveau des assurances aussi. Donc ça a été, c'est ça, un petit, en tout cas, un petit, pas un casse-tête, je dirais, mais comme ça a été vraiment important de le faire en bonne et due forme en début de saison pour s'assurer que tout allait se dérouler sans encombre. Voilà. Très rapidement, quelques chiffres pour vous donner une idée du projet. Fait qu'en 2021, les opérations du projet Salim, fait que ça, c'est vraiment l'allocation du camion plus les coûts variables, donc assurance et essence. Coût annuel de gestion de projet qui est quand même conséquente, comme vous le voyez ici. Fait qu'on est à peu près à 40 000 $ pour un projet sur 6 mois. Cependant, quand on voit en fait le temps total dédié au transport pour les 3 organismes, qui est quand même assez conséquent. En fait, sur ces 3700 heures, le camion a permis de prendre à peu près un tiers de leur total de livraison. Donc, c'est sûr que ça a été très, très apprécié de la part des utilisateurs. Fait qu'en 2021, c'est au total à peu près 115 trajets qui ont été effectués avec le camion. Fait que là, on parle d'environ 12 000 km parcourus, sachant que les producteurs sont dans l'ouest de l'île de Montréal et puis que la plupart des points de chute sont vraiment plus au centre-ville de Montréal. Donc voilà pour 2021. Et 2022, donc c'est ça ce qu'on a fait. Donc on a fait un bilan de rétroaction en 2021. On a apporté quelques améliorations pour 2022, notamment tout ce qui est allègement administratif qui était vraiment très lourd en 2021. Puis aussi, on a été en 2021 contraint par un nombre de conducteurs qui était comme peut-être trop faible et qu'on a réussi à augmenter en 2022, ce qui laissait beaucoup plus de flexibilité aux organisations pour leur livraison. La grosse différence en 2022 aussi qu'on a amené, c'est que en 2021, chaque ferme était vraiment... le camion était dédié aux livraisons individuelles de chaque ferme. En 2022, on a inclus, pareil, en phase pilote, une journée de livraison collective. C'est-à-dire que là, on a embauché un chauffeur qui faisait des tournées d'environ 6 heures par jour, chaque jeudi. Et le stock des 3 fermes était pris en charge par ce chauffeur. C'était un service clé en main pour approvisionner des marchés, une nouvelle clientèle qu'on développait en fait en parallèle. Et ça nous a permis, donc en 2022, c'était à peu près 26 livraisons. Puis pour vous donner une idée, c'était des tournées d'une moyenne de 1 400 $. Je vais passer la parole à Eric pour les opérations. Merci Erika. Bonjour, bonjour. OK, alors pour tout ce qui concerne les opérations du projet, c'est pas très compliqué, mais il y a des points clés. Numéro 1, c'est planification anticipée avec les utilisateurs et TRIS afin d'établir un horaire hebdomadaire pour la saison. C'était juste un cas de juste consulter avec tout le monde puis faire leur horaire basé sur leurs besoins à l'avance. Implémentation d'un calendrier Google Sheet mise à jour tous les vendredis après-midi. Très, très simple. Généralement, ça n'a pas changé énormément. Il y avait des petites modifications à faire. En passant, c'était moi qui faisais la coordination, un couple d'heures par semaine, c'était suffisant, mais peut-être un peu cheap sur le numéro d'heures qu'on avait dédié pour ça. Facilitation des négociations entre utilisateurs et TRIS pour des journées additionnelles ou tronquées. Essentiellement, il y avait parfois des conflits, parfois des besoins spéciaux
spéciaux pour les utilisateurs selon leur horaire. C'était vraiment juste une question de gestion d'horaire. C'était assez simple. Médiation dans la résolution de problèmes et conflits et renforcement de l'application des règles. Il n'y avait pas tant de problèmes que ça, mais quand même, il faut avoir quelqu'un pour régler ces affaires. Facilitation de la communication, notamment entre avec l'envoi des courriels réguliers comportant des mises à jour nouvelles, etc. J'ai fait ça cette année d'une façon informelle, je dirais, et pas nécessairement chaque semaine, mais normalement, je pense que ça devait être plus comme un genre de newsletter. Truc, on pourrait aller à la deuxième page. OK, alors, ça, c'est l'essence de l'affaire. C'est problèmes et défis communs et la résolution des problèmes. Numéro un problème vraiment pertinent, c'est le remplissage systématique au réservoir de gaz, parce que nous avons au moins trois utilisateurs, puis c'est vraiment un système d'une heure pour dire s'ils vont remplir à la fin de leur voyage ou non. Nous avons mis en place un système de pénalité, je pense que c'était $50 si un utilisateur remplissait pas leur camion à la fin de leur voyage, mais c'est pas vraiment dans l'intérêt du Plowdy, du pôle alimentaire de taper leurs propres membres sur le doigt, puis c'était dans l'intérêt de personne en fait. Alors, pour résoudre ce problème, je pense, alors ça arrivait assez souvent, puis je pense pour n'importe quelle entente de mutualisation d'un véhicule, ça serait toujours un issue. Alors, une campagne de sensibilisation, renforcement et suivi plus étroit par le coordonnateur serait en ordre. Puis, je pense pour notre prochaine itération, ça serait plus ça. Deuxièmement, compilation quotidienne du formulaire d'utilisation. C'est un genre de petit vehicle usage sheet à la fin de chaque journée. Nous avons trouvé c'est un enjeu pour la collecte de données parce que c'est la fin d'une journée de livraison, c'est vraiment pas la priorité pour la plupart des utilisateurs de remplir cette formulaire. Ils sont chauds, ils sont fatigués, ils viennent de conduire un 16 pieds dans la ville, c'est pas le fun. Mais le fait qu'il y a des gros trous dans les données que nous avons collectées, ça nous avons pas aidé pour informer la prochaine itération, puis pour savoir qui a rempli quoi, ou s'il y avait des problèmes mécaniques, etc. Numéro 3, conflit sur le besoin d'utilisation. Parfois, ça arrivait qu'il y avait plusieurs utilisateurs qui avaient besoin d'utilisation de la véhicule le même matin, par exemple. Généralement, c'était gérable. C'est juste par une conversation ou parfois, par exemple, les jardins Caria étaient capables d'emprunter notre propre véhicule en place de véhicules partagés à un autre utilisateur. Ça a fini avec zéro actuel conflit. Alors, ça, c'était bien, mais on était juste 3 utilisateurs. C'était pas très compliqué. Numéro 4, parfois, il y avait un manque de clarté face aux responsabilités pour l'entretien, voulant dire de service runs. Ça, c'était spécialement pertinent parce que c'était un camion loué. Alors, il y a plus de services, mais quand même, si c'était quelque chose d'acheté, il y a toujours des trucs à faire avec des issues mécaniques, de changer des pneus, etc. Alors, c'est le job de qui de faire ça et comment est-ce que c'est quantifié, comment est-ce que c'est rémunéré. Ça, c'était définitivement une issue pour nos 2 années nos 2 itérations. Puis, comment est-ce qu'on va régler ça? C'est les rendez-vous doivent être prévus, planifiés, délégués en avance. Et tout devait être clair. C'est la responsabilité de qui? Parce que des non-dits, ça n'aide pas. Numéro 5, la supervision du chauffeur. Ça aussi, c'était de temps en temps un issue. Il y a des enjeux liés au manque de formation adéquate, instructions claires et suivies par le chauffeur. Cela a été principalement dû à l'absence d'un poste de coordonnateur TRIS
lors de la saison 2023. Quand je dis coordonnateur dans cet contexte, je veux dire coordonnateur général du projet du pôle alimentaire et pas coordonnateur du véhicule spécifiquement. C'était une question d'organisation sur notre part, puis ça se règle avec des canaux de communication clairs, lignes directes bien établies, échanges réguliers entre le chauffeur et le coordonnateur, ainsi qu'au moins, je suggère fortement une rencontre d'évaluation par saison. On est bien pour la prochaine. Et finalement, des petites évolutions de année 1, ça c'est 2022, année 2, 2023. Évidemment, les 2 années étaient différentes parce que la première année, c'était juste une utilisation de transport, ou voulant dire juste un véhicule partagé. La deuxième année, cette année, c'était le projet pilote de mutualisation d'une offre de produits. Alors, les besoins étaient un peu différents, mais en tout cas, pour la deuxième année, on a mis en place un vrai calendrier d'utilisation. On a beaucoup amélioré la communication entre les utilisateurs et utilisatrices au point que nous n'avons pas eu de conflit. Les tâches de coordonnateur et du volet gestion mieux définies et les usagers étaient plus habitués de travailler ensemble et d'utiliser le service. Et ça, c'est tout. Merci beaucoup, Éric et Louis. C'est super intéressant. Je suis certaine qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions. On roule un petit peu en retard sur notre horaire, mais je vous invite à inscrire vos questions dans le chat parce qu'on va pouvoir y revenir et les approfondir. Moi, en tout cas, j'ai des questions. Et puis, on va passer tout de suite au projet Salade du plateau avec Véronique et Sean. La parole est à vous. Oui, allô, merci, merci de l'invitation. C'est vraiment, on est super content de venir présenter notre projet aujourd'hui. C'est un projet qui est tout nouveau, fait que ça fait comme 5 mois là, actuellement qu'on fait les livraisons mutualisées. Donc, on vous parle avec une perspective qui est peut-être un petit peu différente là, que le projet précédent. Donc, moi, en fait, je travaille à la CDC du Plateau Mont-Royal comme agente de développement et de mobilisation en sécurité alimentaire. Puis, mon rôle, dans le fond, c'est d'animer un comité local en sécurité alimentaire qui rassemble une quinzaine de membres de la CDC qui ont des volets de distribution, de cuisine collective, donc des volets de sécurité alimentaire. Puis, pendant la pandémie, dans le fond, ce qui est ressorti beaucoup comme besoin qui a été formulé par les organismes, c'est le besoin de mutualiser un service là, en fait, un besoin de véhicules ou de chauffeurs pour l'approvisionnement alimentaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. Puis, avec cette information-là, en fait, j'ai sondé les membres à essayer de comprendre c'était quoi leurs besoins plus spécifiquement. Donc, combien de fois par semaine les gens allaient chez Moisson Montréal ou devaient s'approvisionner dans des marchés ou combien de livraisons aussi ils faisaient auprès de bénéficiaires. Donc, en recueillant un peu toute cette information-là, on en est venu à la conclusion que tout le monde travaillait un peu de son bord. Donc, il y a des organismes qui louaient des véhicules chez Enterprise, par exemple, et rémunéraient un chauffeur une fois par semaine pour aller chez Moisson. Il y en a d'autres qui fonctionnaient avec des bénévoles pour partir en voiture, chercher la bouffe chez Moisson Montréal. Puis, on se rendait compte aussi que les horaires là, de ces organismes-là au niveau de leur approvisionnement étaient très complémentaires. Donc, il y avait des gens qui faisaient de la distribution alimentaire tous les jours de la semaine. Il n'y avait pas beaucoup de distribution qui se chevauchait. Donc, on avait vraiment les conditions favorables pour mutualiser un véhicule, mais aussi embaucher peut-être une personne qui travaillerait là, à temps plein et qui s'occuperait de faire la livraison alimentaire pour les organismes. Et donc, ça, c'est devenu un peu là, le début du projet Salade du Plateau, qui est comme un projet porté actuellement par la CDC, un projet de système alimentaire local, accessible, durable, économique. Vous comprendrez que c'est les lettres de salade. Et donc, ça, c'est devenu notre projet un peu la sécurité alimentaire avec un volet vraiment transport et livraison. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, les objectifs du projet de véhicules mutualisés,
serait très simple, en fait. À la base, c'est de soutenir les organismes communautaires du plateau qui ont de la difficulté à trouver un véhicule pour récupérer leurs denrées chez Moisson Montréal. C'est de mutualiser un véhicule, de mettre en place un système de transport alimentaire qui est dédié aux organismes du quartier, puis de mettre en place un système de livraison pour les personnes à mobilité réduite qui reçoivent de l'aide alimentaire, que ce soit des paniers ou des repas. Donc, au niveau de la mise en œuvre, on pourrait passer aussi à la prochaine diapositive, juste pour que vous voyez un peu là, le chemin qui s'est fait. Donc, il y a la CDC qui porte un comité local en sécurité alimentaire. Le comité local a identifié des besoins, en est venu à créer un peu ce projet salade. Et le projet salade, il y a un de ses volets qui est un volet livraison et transport alimentaire. Donc, il y a un sous-comité, un comité camion qui a été créé, qui est constitué des organismes qui ont besoin, en fait, de ce service-là. Donc, les ateliers d'éducation populaire du plateau, le centre d'aide à la famille, le centre des femmes, le centre du plateau, les cuisines collectives, Foyer du monde. C'est des organismes avec des missions qui sont vraiment diversifiées, en fait, mais qui ont tous besoin, à un moment dans la semaine, d'aller chercher des denrées chez Moisson et ou de livrer des paniers à des bénéficiaires. Donc, on a vraiment travaillé à la base avec ce comité-là pour identifier les besoins, comprendre c'est quoi le volume d'aliments qui est transporté à chaque semaine, les heures de livraison, c'est quoi leur capacité financière aussi de contribuer à un projet comme ça. Il y en a, par exemple, qui mettaient beaucoup de sous dans de la location d'un véhicule chez Enterprise. Il y en a qui payaient à presque rien ou à peu près juste l'essence pour leurs bénévoles. Donc, c'était de composer avec ces différences-là. Puis, à partir de là, ben, le défi, c'était trouver les fonds pour avoir un véhicule à nous et quel type de véhicule aussi en fonction des besoins et aussi des fonds pour embaucher quelqu'un qui porterait tout ce volet-là de transport et livraison. Donc, on a fait une demande de financement auprès de la Caisse des Jardins du plateau Mont-Royal pour l'achat d'un véhicule. Le financement a été obtenu, mais on n'avait pas encore de financement pour un salaire. Et finalement, on a eu ces fonds-là via la CDC, en fait, qui a reçu des fonds. Donc là, on était en mesure d'embaucher quelqu'un qui allait vraiment mettre en place le projet plus concrètement parce que là, on était encore vraiment dans la planification. Donc, notre comité camion, c'est vraiment devenu le comité de pilotage. Ces 7 organismes-là prennent les décisions, approuvent les décisions. Il y a des ententes de collaboration qui ont été signées avec les organismes pour vraiment s'assurer de leur volonté à embarquer dans le projet. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait comme un engagement des organismes là, à assister aux rencontres, à prendre les décisions. Aussi, on voulait qu'ils comprennent bien aussi c'est quoi les mandats de la CDC Projet Salade versus le mandat des organismes qui participent, qui utilisent le service. Donc, vraiment favoriser une bonne mise en œuvre de notre projet, puis assurer une collaboration efficace et harmonieuse. Et puis, donc, quand on a eu les fonds, puis qu'on était en mesure là, d'embaucher un chauffeur, on était accompagné également par Récolte, qui nous soutient dans la structuration du projet, mais aussi qui nous soutenait pour pouvoir procéder à la location d'un véhicule et pouvoir lancer le projet un peu en projet pilote. Fait que là, c'est là qu'on a embauché Sean comme livreur et aussi responsable surtout du volet transport. Fait que je laisse la parole à Sean. Yes, merci Véro. Oui, donc là, une fois que moi je suis entré en poste et dans le projet, une fois que le projet devenait concret, en fait, une fois que les livraisons pouvaient commencer, mais en premier, leur première mission, c'était l'embauche du chauffeur, mais il y a un petit peu quelque chose de spécifique là-dedans. C'est un poste où il fallait une personne qui aimait et qui avait de l'expérience en livraison, manutention, vraiment la conduite en ville, le travail physique, mais qui avait aussi un intérêt pour le développement de projets communautaires, puis la sécurité alimentaire en général. C'était vraiment comme une double qualification qu'il fallait avoir. Ça compliquait un petit peu les procédures, mais finalement, ils ont réussi à la trouver. Et pourquoi ça prend ces deux compétences-là? C'est parce que oui, le camion est mutualisé, mais le chauffeur aussi est mutualisé. Il y a un des objectifs, nous, c'est oui, l'approvisionnement alimentaire,
mais c'est aussi d'enlever une charge de travail à nos organismes membres. Dans le fond, le projet sert juste à les soutenir, les membres. Il y en a beaucoup dans toutes les méthodes que Véro parlait, des fois de location enterprise, trouver des bénévoles, finalement, leur voiture est brisée, ça marche pas, blabla. C'était des heures et des heures et des heures de travail pour finalement juste avoir un approvisionnement. Donc, d'avoir un chauffeur aussi qui est là, ça enlève toute cette charge mentale, cette charge de travail. Donc, oui, la nourriture arrive maintenant à la même heure, à chaque jour. Il y a plus de fiabilité. Puis surtout, on leur a redonné beaucoup d'heures. On le sait, dans le communautaire, tout le monde est occupé, tout le monde a trop de projets. Mais si on leur a redonné un 8-10 heures par semaine de charge mentale, ben, leur organisme peut vraiment plus avancer dans leur autre projet. Donc ça, c'était vraiment important. Quand je suis arrivé, on louait un camion chez Enterprise avec l'aide du collectif Récolte et on s'est vite rendu compte qu'il fallait en acheter un. Ça nous coûtait 2000 $ par mois. Les assurances pouvaient juste s'assurer une seule personne, donc pas de possibilité de remplacement. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, s'il y a un bris, ben, ils te le font charger vraiment plus cher. Tu peux pas faire de l'affichage sur ton camion. Mais juste par les frais mensuels, on s'est vite rendu compte qu'on voulait en acheter un. Surtout que le financement de la Caisse des Jardins était pour un achat de véhicule. Donc, on s'est tourné vers l'achat d'un véhicule usagé, parce que les véhicules neufs, de toute manière, il y a des délais d'attente de 2 à 3 ans en ce moment, c'est interminable, dû à la haute demande. On a réussi à trouver un usagé, mais en bon état, là, un 2020. Le coût s'élève quand même après taxes, garantie prolongée, tous les extras, ça remonte quand même à 85 500. C'est beaucoup d'argent, mais je suis certain qu'on va réussir à éponger ça assez rapidement, puis que ça amène une plus grande fiabilité au projet aussi, puis une plus grande pérennité, parce que l'objectif, le besoin était tellement là qu'on le sait qu'il va être là l'année prochaine et dans 5 ans encore. Nos critères pour le véhicule, étant donné qu'on est sur le plateau seulement, que j'ai des organismes qui n'ont pas d'entrée de déchargement dans des mini rues étroites, en ce moment c'est l'hiver, je voulais pas un cube. Je voulais une grosse capacité de chargement, mais qui peut être facile à avoir une meilleure mobilité. Donc, ça s'est aligné sur un Ford Transit 250. Ça aurait pu être Mercedes Sprinter, le ProMaster de Dodge. Tous ces véhicules-là qui sont comparables, en fait, qui sont hauts, qui sont longs, mais qui sont étroits, à peu près comme une voiture normale, du moins comme un SUV. C'était ça l'idéal sur le plateau. Pour les assurances, l'avantage d'avoir aussi un salarié à temps plein, c'est qu'on n'a pas à avoir des assurances comme générales, comme les très grandes entreprises où tu mets pas le nom des personnes, il y a 50 personnes assurées. Ça augmente les prix. Là, c'est moi l'assuré principal. On a mis 2 collègues du projet Salade juste en cas de vacances, maladie, quand même avoir un backup. Mais ça permet que les assurances sont vraiment, vraiment abordables. On réduit les frais là-dedans. Un de nos enjeux, que ça n'avait pas été pensé en amont, mais qu'on s'est vite rendu compte, c'est le stationnement. Ça, je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est un peu un sujet chaud quand on se rend compte, surtout pour les gens qui connaissent la situation sur le plateau Mont-Royal, que c'est un quartier où on essaye de limiter le nombre de véhicules, qu'il y a trop de véhicules par rapport à la densité, qu'il y a trop de trafic par rapport à la densité avec les écoles, la densité de population. On essaie de diminuer le nombre de véhicules. Puis c'est exactement ça notre projet. Notre véhicule remplace 6 véhicules sur le plateau. Puis on essaie de faire des demandes à l'arrondissement pour avoir un stationnement pour nous, parce qu'autour de notre bureau, au centre du plateau, c'est juste des parcomètres. Puis on ne peut pas payer un parcomètre toute la semaine. On essaie d'avoir seulement une place de stationnement, puis c'est toujours tout simplement en étude sans vraiment avoir de réponse. Ça, c'est vraiment, pour moi, une des frustrations, parce que c'est l'objectif du plateau Mont-Royal en général, demander à n'importe quel élu, ils veulent moins de véhicules sur le plateau. Puis là, nous, c'est ce qu'on offre, mais on n'a pas de place. Par chance, on a eu un voisin privé qui nous a offert une place de stationnement par grande sensibilité pour notre projet. Mais moi, personnellement, c'est un peu une défaite et une déception que le milieu communautaire soit encore obligé de survivre grâce à des dons de gentils partenaires privés, mais qu'il n'y a pas de soutien tant que ça, finalement, des paliers gouvernementaux quant aux enjeux de stationnement.
Bon, j'ai assez parlé de ça. Maintenant, le modèle financier, en fait, la location du camion, du matériel, puis un peu, disons, le démarrage, ça, c'était par le collectif Récolte que c'était financé. Ensuite, l'achat du véhicule, c'était par Desjardins à grande majorité. Et la CDC Plateau Montréal, maintenant, finalisait l'achat, puis s'occupe du salaire du chauffeur, en fait. Ensuite, il y a une partie qui est comme de l'autofinancement, si on veut. On parle ici des dépenses usuelles, dans le fond, le gaz, l'entretien quand il y a des réparations, les pneus, les assurances. Puis ça, c'est aux frais des membres. Dans le fond, il y a un service de tarification. Le service, il n'est pas gratuit. C'est pas comme, c'est pas, disons, nous, qu'on se fait financer au complet pour offrir un service gratuit. Il y a quand même un frais. C'est très, très, très abordable. C'est moins cher que s'occuper de... C'est moins cher qu'avoir des locations chez Enterprise, par exemple. Donc, ça reste très abordable, mais ça, c'est les membres qui couvrent les frais usuels. Dans le fond, ça peut être vu comme un certain point faible de notre projet parce qu'on ne peut pas charger le salaire aux membres. Sinon, ça va être vraiment trop cher. Aller à Moisson de Montréal à chaque semaine, on va le charger des centaines de dollars s'il faut s'occuper du salaire à 100%. Donc, il faut que le salaire soit subventionné. Ça, vraiment, c'est comme l'enjeu principal de notre projet. Pour tout le reste, c'est autofinancé puis de façon très abordable. Ensuite, ouais, les apprentissages qu'on a eus, dans le fond, il faut une très grande implication des membres. Nous, c'est pas, comme je viens de dire, c'est un peu pas, c'est pas un service que moi j'offre. Moi, disons, je suis un peu dans le comité camion, un peu l'exécutif, mais tout ce qui est décisionnel, tout ce qui est besoin, tout ce qui est séparation, c'est le comité camion qui s'en occupe. Le but, c'est que ce soit inclusif, que ce soit participatif puis démocratique par rapport au comité camion. Puis moi, je suis juste la personne dans le milieu à temps plein qui va exécuter les souhaits. Donc, ça prend vraiment, mais pour que ce principe-là fonctionne, ça prend une implication des membres. Ça, c'est nécessaire. Ça prend un très bon lien entre le chauffeur et les organismes pour que les organismes aient un sentiment d'appartenance, donc soient là au comité camion et donc s'impliquent et continuent à faire grandir le projet. Le fait que ce soit un projet uniquement du plateau dans notre cas, puis c'est facile étant donné que c'est un quartier à haute densité, ça augmente la solidarité et la collaboration entre les organismes. Ils sont tous situés quand même proches. Finalement, c'est un petit monde le communautaire, les gens se connaissent. Puis il y a de la grande solidarité, puis nos organismes membres sont quand même fiers de faire partie du projet Salade, de faire partie du projet du comité camion, de la fameuse salade mobile qu'on l'appelle finalement. Ils sont bien fiers d'en faire partie. Puis moi, c'est important que je garde une bonne relation avec les organismes membres pour pérenniser tout ça. Ensuite, dans ce qu'on a dû apprendre, c'est un peu le service de tarification. Il a fallu trouver, disons, le sweet spot entre ne pas charger trop l'organisme, pas dépasser les frais qu'il y avait avant, mais charger juste assez pour quand même couvrir les frais usuels et avoir une petite cagnotte pour pérenniser le projet pour un jour, parce que là, le camion, il est presque neuf, mais un jour, il va se mettre à briser, c'est sûr. Donc, quand même avoir des fonds pour ça. Puis sinon, c'est le stationnement qui est vraiment encore revenu, qui est un enjeu principal, si on veut, mais ça, je l'ai déjà abordé. Donc, on peut être prêt pour les questions, je pense. Super, merci beaucoup, Sean et Véronique. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir les enjeux de stationnement. Puis, vous avez super bien expliqué les enjeux et les forces de votre projet. Je ne sais pas si on a une question. Je sais qu'on est en retard, mais j'aime ça quand même prendre. On avait des questions. J'ai goût d'en prendre une déjà. Peut-être celle qui paraît la plus pertinente. Émilie ou Maggie, capable de nous envoyer vers une question hyper axée sur le projet Salade. Oui, en fait, César nous a posé une très belle question en lien justement avec la grosseur du camion que le projet Salade a acheté. Vous risquez d'avoir rapidement des enjeux d'espace de stockage dans le camion. La capacité d'un Ford Transit me paraît un peu serrée. En fait, je peux être d'accord avec ça en partie. Pourquoi aussi on était venu à Ford Transit, j'avais peut-être skippé ça, c'est par rapport à une étude des besoins.
Dans notre cas, on travaille principalement avec des organismes que leur projet alimentaire est comme un projet secondaire, si on veut. Je ne suis pas avec un peu les banques alimentaires gigantesques qui font ça 5 jours semaine, un peu plus le modèle old school. Que ça, oui, un cube, ça devient vite nécessaire. C'est plus des projets secondaires. Donc, moi, je m'étais informé avant pour savoir Moi, j'allais déjà à Moisson dans mes emplois passés, savoir leurs besoins en chargement. Je savais que même mon organisme avec le plus gros volume, c'est un Ford Transit plein au complet, mais on n'a jamais eu de problème encore. Puis les autres, c'est même des fois des demi-camions. C'est pour ça que aussi, ça m'amène à un autre petit point qui est intéressant de la mutualisation. Des fois, je vais à Moisson en même temps pour 2 organismes. Mes 2 à plus petit volume, j'ai réussi à négocier avec Moisson, mettre leur rendez-vous en même temps, puis je les prends en même temps. Ça fait un transport de moins au complet, puis pour ces organismes-là, je sépare les coûts à 2. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, mais je peux être d'accord avec toi, il y a beaucoup de projets qui ont besoin d'un cube, qui auraient même besoin d'un 20 pieds complet avec l'espace en haut des chauffeurs. Ça, j'en connais des projets que c'est comme ça. Mais dans notre cas, c'est vraiment des projets alimentaires qui sont secondaires dans un plus gros organisme. Puis, c'est aussi pourquoi que ces organismes-là avaient déjà pas de camion et pas de chauffeur. Des grosses banques alimentaires qui font ça 5 jours semaine vont avoir de base besoin d'un chauffeur et même pas le partager, malheureusement, parce que à eux et elles-mêmes, ils couvrent 40 heures semaine. Et nous, c'est tous des petits projets. C'est pour ça que personne n'avait ces ressources, ni logistiques, ni de ressources humaines, ni matérielles. Donc, de mutualiser plein de petits projets, c'est ça qui a créé le nôtre. Et donc, pourquoi qu'un Ford Transit, finalement, est suffisant. Puis aussi, c'est pour répondre au deuxième volet, qui est la livraison chez les bénéficiaires. Si je faisais juste l'approvisionnement, peut-être tu t'organises avec un cube, mais sur le plateau, pour des livraisons dans les endroits où je vais, ce serait littéralement impossible avec un cube. Mais encore là, ça me prend trop de temps. Répéter le même projet dans un autre quartier qui est moins serré que le plateau, on pense à un Saint-Léonard-la-Salle ou même juste Hochelaga, c'est déjà un peu plus espacé. Un cube pourrait devenir intéressant. Encore là, il faut prendre les coûts d'essence et d'entretien pour les livraisons, parce que quand ton camion n'est pas plein, on le sait, un camion, on veut qu'il soit plein. Moi, je ne me promène pas avec un camion demi-rempli. Il faut qu'il soit plein tout le temps. C'est un peu ça ma philosophie. Mais donc, des fois, ça peut être utile un cube, mais pour nous, avec l'étude des besoins, on était correct avec un 30. All right. Je sais que César, tu as la main levée. Peut-être que tu vas rebondir, mais on va juste passer à une mini-annonce avant. Puis on va revenir à vos questions. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. On les prend en note, puis on y revient dans 2 minutes. Mais je veux juste passer la parole avant à Éric Bédard du Bouffe Action Rosemont qui a une petite annonce par rapport à ce qui se passe du côté dans l'Est de Montréal. Oui, merci Erika. Je prendrai pas beaucoup de temps parce que, bon, c'est ça, la mutualisation, c'est un sujet large. Je pense qu'il reste encore beaucoup de points à discuter. Puis, dans tout ce que j'entends pour être dans ce processus-là depuis maintenant un peu plus d'1 an, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Mais bref, le but de l'annonce aujourd'hui, c'est de partager l'information. En fait, que nous, on a démarré un projet de mutualisation en 2022 chez Beaufaction via le pôle logistique alimentaire. Puis maintenant, on est prêt à déployer le projet à plus grande échelle. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de lancer un appel à tous aux organismes de Rosemont et de l'Est de Montréal, parce que c'est à ce territoire-là que le projet s'adresse. Qui ont des projets en sécurité alimentaire, donc qui ne sont pas nécessairement des organismes qui travaillent uniquement en sécurité alimentaire, mais qui ont des projets qui touchent à la sécurité alimentaire. Donc, nous, on a un projet de mutualisation d'infrastructure, donc qui ne vient pas avec une ressource humaine, comme dans le cas du projet Salade qui vient d'être présenté. Mais on a à disposition 2 camions réfrigérés, un 14 pieds et un 16 pieds, et une cuisine certifiée MAPAC équipée avec du matériel tout neuf.
pour des organismes qui auraient des besoins pour la transformation. Donc, ce n'est pas une cuisine destinée à des activités communautaires, mais vraiment à de la transformation, là. Donc, il y a déjà plusieurs cuisines dans le quartier pour les activités comme les cuisines collectives, les ateliers, les choses comme ça. Donc, nous, le besoin qu'on souhaite combler, c'est vraiment plus au niveau de la transformation. Donc, je vous invite à partager l'information. Je vous invite à communiquer avec moi aussi si jamais vous avez de l'intérêt pour l'utilisation d'un camion ou l'utilisation de la cuisine. Si jamais vous avez des questions aussi par rapport à la mutualisation, comme je dis, on est dans ce processus-là depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Fait qu'on s'est buté à beaucoup de choses. Puis si jamais on peut éviter à des gens qui démarrent des projets de perdre du temps sur les mêmes enjeux, ben, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Mon courriel est là sur le visuel qu'Erika a partagé. Puis, ben, c'est ça, n'hésitez pas à me contacter pour la cuisine ou pour le camion. On est assez flexible. Encore là, nous aussi, l'objectif, c'est d'offrir un tarif qui est quand même raisonnable par rapport à ce que c'est de louer chez une compagnie privée. Donc, voilà, je ne prends pas plus de votre temps et je repasse la parole à Erika. Merci beaucoup, Éric. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des questions à Éric par rapport au camion ou à la cuisine partagée, je vous invite à écrire directement à Éric. On va se concentrer sur les échanges sur comment mettre en place ce genre de projet-là ou participer aujourd'hui. Donc, volet participatif qui rentre tout de suite en poste. On va répondre à vos questions. On va connaître un peu qui mène des projets de camions mutualisés. Puis, on veut pousser plus loin notre compréhension des enjeux, des freins et des solutions. Fait que, sans plus tarder, je vous partage un lien pour aller jouer dans un Jamboard que je vais essayer de vous partager à l'instant. Est-ce que vous voyez mon Jamboard? Je vois des gens qui hochent la tête et je vois des gens qui rejoignent le Jamboard. Donc, très rapidement, je retourne dans ma première diapositive. Vous avez un Jamboard, quand vous êtes dedans, en haut, il y a un petit carré avec 1/4, 2/4. Ça vous permet, il y a des flèches en haut au milieu qui vous permettent de naviguer à gauche, à droite. Vous avez un menu à gauche qui vous permet notamment de créer des post-it, qu'on appelle en français des penses-bêtes. Et puis, vous pouvez double-cliquer sur un post-it, écrire dedans. Donc, on vous invite à inscrire soit vos questions, à naviguer dedans. On va les passer une à une. Donc, on a déjà pris en note quelques questions. Puis, je vais commencer. Je vois que César, tu as encore la main levée. Je vais te donner la parole, puis on va passer aux questions après. Merci beaucoup. En fait, c'était un peu long à écrire. C'est pour ça que je préférais la poser à l'oral. Merci beaucoup. En fait, c'est par rapport à une réflexion qu'on a eue sur un autre projet de mutualisation de camions. On voulait, et puis en fait, Louis en a fait allusion dans sa présentation c'est la question des réglementations pour conduire un camion. Puis on voit qu'en fait, c'est limitant parce qu'au-dessus d'une certaine taille et surtout d'un certain poids de camion, ça prend un permis spécial, donc un permis de classe 3, qui est comme, en fait, ça prend l'embauche d'un chauffeur professionnel, entre guillemets, puis ça, c'est beaucoup de freins. Surtout quand on connaît le manque de ressources humaines en ce moment. Et c'est d'autant plus un frein si on veut, par exemple, utiliser un camion électrique, parce que les véhicules électriques vont être beaucoup plus lourds que les véhicules conventionnels. Et puis, je me demandais, ça serait peut-être intéressant d'avoir une coalition d'organismes qui ferait une demande de plaidoyer auprès de la SAC pour avoir des permis peut-être spéciaux qui permettraient aux organismes d'avoir, en tout cas, de pouvoir avoir des permis spéciaux pour conduire des camions, notamment des camions électriques, parce que pour le moment, c'est ça en termes de règlement, c'est très difficilement accessible parce que ça prend obligatoirement un chauffeur. C'est pas plus difficile à conduire, c'est simplement que c'est plus lourd comme camion et que du coup, on est obligé d'avoir un chauffeur professionnel, ce qui, pour moi, fait pas vraiment du sens. Mais voilà, c'était juste ça. Merci. Toujours des belles suggestions. J'aime ça de faire des mouvements collectifs pour demander d'accès à des services et adapter un peu les services bureaucratiques aux besoins du communautaire. C'est super intéressant comme suggestion, César. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui oserait rebondir pour répondre. C'est comme une suggestion, répondre. Moi, je peux... Oui, oui. Je pourrais dire que c'est peut-être le rôle de PME Montréal de faire ça. Non, c'est une blague.
Je pense qu'on s'était, en fait, réponse courte, dans le sens où je pense qu'on visait, nous, assez rapidement un camion électrique. Il y a 2 enjeux en ce moment, donc il y a comme disait César, de toute manière, il y a l'enjeu des permis pour la masse totale, puis il y a surtout l'enjeu de disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a comme absolument pas de véhicules électriques disponibles sur le marché. Fait que même à ça, ça serait en fait peut-être intéressant justement, étant donné qu'il y a des délais énormes dans les livraisons, de faire en sorte que d'ici 5 ans, quand il y aura vraiment comme une disponibilité pardon, de véhicules électriques sur le marché, d'avoir peut-être une réglementation en place. Mais j'ai l'impression que ça serait pas la priorité de la SAC de faire ce genre de choses, mais peut-être que je me trompe. Ah, il faut s'essayer, là. Qui ne demande rien à rien. Donc, c'est probablement pas une priorité, mais à voir. Je vais passer la parole à Émilie. Est-ce que tu as repéré des questions particulièrement qui t'interpellent par rapport à nos 2 projets? Mais oui, on en a beaucoup, on a des bonnes questions. Notamment, Salade avait mentionné les avantages d'aller, d'acheter en fait un camion rapidement. Claudia, on en a un peu moins entendu parler au niveau de vos projets. Comment l'analyse de coût a été faite pour se rendre compte que c'était vraiment plus avantageux d'acheter rapidement dans les itérations? En fait, je pense que assez rapidement, on savait que louer, c'était pas avantageux. Si on parle vraiment comme économiquement, comme une location annuelle, en fait, c'est même pas annuel, là, on parle de 6 mois, parce que nous, on travaille avec des maraîchers, fait que la saison, c'est de mai à novembre, fait que sur 6 mois, c'est comme à peu près 22 000 $. La CDC, je pense que c'était 75 000 plus taxes, fait qu'en 3 ans, on voit qu'en fait, on a un camion acheté qui devient une immobilisation. Fait que, en fait, niveau financier, pour moi, la location, c'est juste pas rentable du tout. La différence, c'est que on n'avait pas de structure quand on a fait émerger ce projet-là de mutualisation, c'est qu'il n'y avait pas de porteur. Donc, c'était vraiment une mutualisation informelle. Donc, personne aurait pu prendre l'engagement, comme la CDC l'a pris assez rapidement, d'acheter le camion. Fait que c'est pour ça que la location devenait pour nous une solution facile, pas rentable économiquement, mais facile. Et ça nous permettait de tester, en fait. Tester un projet, la gouvernance entre les producteurs, comment ça fonctionnait, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui fonctionnait pas, ce qu'on devrait améliorer, et de capter des données aussi, pour éventuellement, justement, aussi assez rapidement, ça nous sert en ce moment, en fait, dans notre argumentaire quand on va faire la démarche auprès de bailleurs de fonds pour acheter un camion cette fois-ci, de montrer qu'on a pu réaliser tant de tournées collectives, transporter tant de denrées, faire tant de kilomètres, et cetera, et cetera. Fait que, je pense que la location, dans notre cas, c'était comme un moyen facile, mais si on avait eu une structure en place, probablement qu'on aurait fait les choses différemment. Dans notre cas, c'était vraiment une expérimentation, fait que c'est ça. Je pense que personne voulait prendre la responsabilité à l'époque d'acheter un camion, ce que je comprends complètement parce que c'est un gros risque. Mais sinon, c'est clair qu'au niveau des frais, c'est très, très coûteux. Merci Louis. Alors, je rebondis pour une question pour Véronique et Sean. Alors, combien est-ce que vous payez pour l'assurance annuellement et quelles sont les variables les plus importantes dans le calcul des frais d'assurance qui sont quand même sous votre contrôle? Donc, les variables, si je comprends bien, en fait, c'est qu'est-ce qu'on assure? C'est ça qu'on veut savoir dans la question? Je pense que c'est plus quand vous essayez de magasiner une assurance, c'est quoi que vous prenez plus en compte ouais, quels sont les avantages un peu d'aller vers un ou l'autre? Ouais. Ben, honnêtement, il y a déjà pas beaucoup de choix quand tu te rends compte que tu magasines ce genre d'assurance-là, pour être très, très honnête. Puis les prix, honnêtement, ils vont être comparables à tout le monde. Ils vont étudier le dossier de conduite. Comme nous, on a mis 3 personnes, tout le monde avait son permis depuis plus de 10 ans avec pas ou pratiquement pas d'infraction. Donc, ça nous revient à 900 $ pour l'année. C'est vraiment, à mon sens, un très bon prix. Mais quand on comparait, c'était tout en dedans il n'y avait pas plus que 100 $ de différence dans tout. J'ai fait affaire avec un broker d'assurance pour avoir des meilleurs prix. Parce que personnellement, j'avoue que je ne suis pas loin d'être un expert en assurance ou en recherche d'assurance. Il y avait tous des prix en dedans de 75 $. Après, j'ai pris qui
couvre plus principalement sur la responsabilité civile, puis après sur le matériel du camion. Mais les prix sont tous comparables dans ce truc spécifique qui va être commercial que le stationnement est à l'extérieur, puis que tu as trois personnes à assurer. C'est comme les trucs que les assureurs vont considérer, puis les prix sont tous pareils pratiquement. Merci, Cham. César, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle? Parfait. Donc, une autre question en ligne, justement, quel est le prix pour les organismes participants à la mutualisation du camion? OK. Donc, moi, comment est-ce que j'avais calculé? En fait, j'avais aussi, dans la recherche, avant de faire la tarification, je leur avais tout demandé combien ça leur coûtait. Parce que mon but, c'était d'accoter ça. Je pouvais, au pire, égaler leur coût qu'il y avait avant. Puis, comme je disais, il y a une grosse partie du projet qui est leur redonner du temps de travail, puis leur enlever de la charge mentale, puis leur enlever du stress, puis de la responsabilité, même de finalement, que souvent, c'était eux-mêmes qui allaient à moisson, puis qui ne travaillaient pas sur d'autres trucs pendant ce temps-là. Donc, ma tarification, on va peut-être pouvoir vous l'envoyer. Moi, tout est calculé par rapport à un déplacement du plateau vers Moisson-Montréal. J'avais calculé le kilométrage, l'essence et tout, et comparé avec leur prix. Donc, j'ai fait je veux pas que ce soit leur responsabilité sur s'il y a beaucoup de trafic ou pas par rapport à s'ils ont un bon rendez-vous à Moisson. On sait qu'y aller le matin à midi, c'est vraiment pas la même envergure avec le trafic qu'il y a dans cette région-là. Donc, moi, je suis allé avec leur capacité de chargement parce que je passe pas le même nombre de temps là-bas et à décharger à l'organisme. Donc, j'ai 2 tarifs fixes qui sont des petits moissons ou gros moissons par rapport au volume. Un petit va être à 80 et un gros à 100 $. Ensuite, pour tout ce qui est livraison, plus chez des bénéficiaires, je fais des courses à 7 $ par adresse jusqu'à 5 adresses. Sinon, je fais un tarif horaire de 15 $ de l'heure. Pour des livraisons, des fois, je fais un 15, c'est des 15 adresses, par exemple, de suite. Mais là, souvent, vu que je reste sur le plateau, ça leur coûtait trop cher si je continue à faire ça à 7 $ le stop. Donc, je le mets à 15 $ de l'heure. Ça peut sonner arbitraire comme ça quand on se parle à 75 personnes, mais tout ça a été étudié par rapport à moi, j'avais fait mes statistiques pendant 2 mois sur l'essence, sur le kilométrage et en se fiant à ce que les organismes payaient déjà avant. Puis ça a été convenu en groupe dans le comité camion, on est venu avec cette tarification-là. Puis avec ça, moi, je couvre tout mon gaz, assurance, frais d'entretien, puis j'ai même un petit coussin pour le jour où vraiment il va falloir que je mette 2000 $ sur une transmission puis quelque chose de même. Donc, juste un petit coussin là aussi. Merci beaucoup. On a une question d'Emma Campbell. Emma? Je pense qu'elle a de la difficulté à ouvrir son micro. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Perfect. Excuse-moi, j'étais comme sur le mauvais truc. C'est une question, juste pour revenir à les assurances. Alors, moi, je travaille dans Peter McGill. Alors, on a toutes les universités. Fait que souvent, pour nos projets, on essaie de créer des jumelages avec des stages étudiants parce que c'est une manière de souvent avoir du financement employé plus facilement. La seule chose, c'est que, alors pour nous, ça serait comme un programme de stagiaires pour les conducteurs de camions potentiellement. Par contre, souvent, les étudiants, même s'ils sont qualifiés pour conduire un camion, ils ne vont pas avoir un très long... Leur permis ne vont pas être... ils ne vont pas avoir 10 ans d'expérience, ils vont avoir quelques années d'expérience. Puis aussi, ça va être un roulement de personnes. Juste dans ce cas-là, parce que moi, je n'ai jamais eu des assurances de camion, je n'ai pas encore vraiment été chercher ça à date, ça changerait le coût par environ, si tu pourrais guesser combien qu'il faudrait qu'on rajoute, mettons.
Ben, si tu veux, je peux te répondre par rapport à mon expérience que j'ai eue là-dedans, mais peut-être que le projet du West Island aussi, vu qu'ils ont eu un plus gros turnover, pourrait rajouter ensuite. En fait, moi, ce que je te conseille, ça reste de prendre des assurances, pas des assurances de groupe comme ils font, je sais pas, chez Amazon ou chez Post Canada, ou que c'est des chauffeurs différents dans chaque véhicule. Ce serait de prendre, même si c'est des jeunes, de prendre, je sais pas, 3 jeunes, les assurer pour cet été-là, puis de faire un roulement, mais pas d'en avoir trop. C'est sûr que les prix vont augmenter dû à l'expérience, parce que c'est comme ça que c'est calculé les assurances. N'ayant pas moi-même magasiné des assurances pour des gens de 20 ans, je ne vais pas m'avancer à dire un prix, mais tu sais, ça ira pas plus qu'à doubler ce que j'ai, ça c'est sûr. Mais c'est garanti que tu es plus gagnante que de prendre des assurances de groupe, que là, tu n'as pas à inscrire de nom, puis n'importe qui fait juste hop-in, puis conduire le camion. Tu es quand même avantageux de mettre leur nom, puis un nombre restreint de personnes. Mais après, c'est sûr que tu n'auras pas mon prix si c'est des jeunes de 19-20 ans. Malheureusement, le système d'assurance étant ce qui est, on n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Mais peut-être West Island ont plus à ajouter là-dessus. Là, je suis en train de me dire que vu que le salaire, ça va être couvert un peu plus facilement, ça va peut-être even out. Mais en tout cas. Right. Fait que là, le temps passe. Merci pour vos questions et réponses. C'est super pertinent. Puis on va essayer de colliger tout ça dans une fiche. Mais j'aimerais ça prendre 2 minutes pour passer à un petit volet de cartographie. On a, avec vos réponses, quand vous êtes inscrit, on vous a posé la question, participez-vous à une initiative de mutualisation de camions? Et on a eu 3 types de réponses. On a eu des projets qu'on a mis en jaune, qui sont en phase d'idéation. On a des projets qui sont en cours à Montréal, en rose, puis on a des projets en cours dans d'autres régions que Montréal. Donc, je ne sais pas si là, il y a Alexander Fortuné qui a levé la main, mais je vous invite les gens à compléter un peu le tableau, le Jamboard avec vos projets. Alexander. Oui. Oui, alors, comme pour l'autre projet là, j'ai entendu que c'est juste pour l'Est de Montréal. Nous autres, on est du côté de Saint-Laurent. Est-ce que ça peut pas être un accès pour nous, premièrement? Deuxièmement, c'est pour et ce que vous venez de dire, je ne pouvais pas m'inscrire à la Jumbo. Et tout ce que j'ai fait, ça ne m'avait pas donné accès. Je ne peux pas remplir le truc là. Merci. C'est pour ça que je partage l'écran aussi. On voit que, ben, je l'avais noté que Saint-Laurent était très intéressé à avoir un camion. Puis ça fait quelques temps qu'on en entend parler du fameux camion qui un jour peut-être viendra pour le quartier Saint-Laurent. On vous le souhaite vraiment. Donc, ça a été rajouté au Jamboard par quelqu'un. Mais voilà, je ne veux pas m'étendre non plus sur ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. C'était juste pour voir un peu les endroits où est-ce que ça se jasait, où est-ce qu'on pourrait avoir d'autres camions mutualisés. C'est super intéressant comme petite cartographie, mais voilà, c'était tout. On va passer rapidement. Ah, j'ai une Glenn qui a la main levée. Glenn de l'épicerie. Épisode. Pas une épicerie, épisode. Bonjour. Alors donc, dans le sud-ouest, nous sommes en train d'acquérir un camion, puis on a déjà certains partenaires potentiels identifiés, mais on serait intéressé à prendre les besoins des autres organismes dans le sud-ouest pour un camion. Il y a une partie réfrigérée, il y a un petit compartiment même pour congélation. Puis c'est un Ford Transit. Fantastique. Donc, vous avez déjà un camion puis vous êtes prêt à commencer à embarquer plus d'organisations qui sont idéalement situées dans le sud-ouest. Mais on est à comme 2 semaines d'avoir le camion. Mais tout est en cours. Fantastique. C'est vraiment super. Bon, ben c'est noté. Je ne sais pas, Glenn, si tu veux mettre ton courriel dans le chat pour les gens qui sont intéressés à vous contacter pour des gens idéalement dans le sud, qui sont situés plus dans le sud-ouest de Montréal.
pourront contacter Glenn pour peut-être participer à ce projet de mutualisation. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? N'hésitez pas à revenir, on y reviendra au pire, on complétera notre super carte. Et là, je voulais revenir, il y a quelqu'un dans la salle, le nom m'échappe, mais on la connaît bien, Annick, qui a dit, donc pour résumer, les ingrédients pour assurer la réussite de ce type de projet de mutualisation, c'est d'avoir une entente qui clarifie les rôles et responsabilités des partenaires, un camion qui est acheté de préférence, une coordination pour gérer l'utilisation du véhicule et faire la communication avec les partenaires, puis idéalement, un chauffeur mutualisé. Fait que là, on pourrait prendre nos petites étoiles puis aller les mettre, les étoiles sont en arrière, mais aller les mettre sur chacun de ces éléments-là, c'est super comme petit wrap-up. Annick, merci. Je ne sais pas s'il y a des éléments que vous aimeriez rajouter, Sean, ou peu importe qui, Eric, par rapport aux éléments qui sont fondamentaux qui pourraient aussi être relevés. Il est d'accord avec ce petit wrap-up, on aime ça. Mais on va certainement l'inscrire dans les documents. Là. On va vous revenir avec ce genre d'ingrédients, la recette pour un camion mutualisé. Donc, c'est fantastique. Merci. Puis là, on est déjà, je ne sais pas s'il y a des éléments d'enjeu auxquels qu'on n'aurait peut-être pas abordé jusqu'à maintenant ou d'autres. Je ne sais pas si on veut parler des sources de financement, par exemple, ou est-ce que vous auriez des éléments à aborder par rapport à ça? On a dit que vous avez du côté du plateau, ouais, voilà, Véronique, tu as la main levée, il y a peut-être des choses à relever que tu vas pouvoir pointer. Oui, nous, en fait, on est chanceux là, que la CDC a eu des financements puis que ce soit comme le volet sécurité alimentaire qui est comme un axe prioritaire d'action. Donc, on n'a pas hésité à mettre les sous pour financer un poste de responsable à la livraison, mais quand je suis dans la recherche de financement, là, c'est compliqué de trouver des bailleurs de fonds puis des fondations qui reconnaissent que c'est de la sécurité alimentaire là, de payer une personne à faire l'approvisionnement puis à faire le lien puis à faire cette coordination-là. Donc, c'est pas facile de trouver des fonds pour ce genre de rôle-là, mais c'est comme essentiel. Puis sur une autre, en fait, dans un autre axe là, que le financement, là, je voulais juste rajouter que je pense que ce genre de poste-là, là, de chauffeur, c'est quand même, c'est une grosse responsabilité. Là. Je pense qu'il y a des gens qui ont posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait si le chauffeur ne peut pas être là, s'il s'absente, s'il est malade? C'est comme un poids qui pèse sur cette personne-là de toujours être là. Donc, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir une équipe qui est quand même game là, de mettre la main à la pâte. Donc, on est 2 personnes de plus là, sur les assurances. Puis, on a fait les formations avec Sean pour savoir comment faire quand on va chez Moisson. Donc, on peut conduire le camion. Puis, le chauffeur est toujours accompagné d'un ou une bénévole qui est associé à l'organisme qui est livré. Donc, c'est des comme super bénévoles qui sont comme vraiment au courant de comment ça fonctionne. Donc, si Sean n'est pas là, par exemple, moi, je suis accompagnée d'une super bénévole qui me guide là-dedans. Fait que j'ai juste à conduire le camion, puis ça se passe bien. Fait que ça, c'est comme un système, je pense, qui est vraiment, qui favorise là, d'enlever du poids, finalement, sur les épaules du responsable là, des livraisons. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur ça, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a 2 étoiles qui se rajoutent à côté de la nature de l'entente. Puis je voulais juste comme clarifier qu'est-ce qu'on voulait relever par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des étoiles comme disant que la nature de l'entente est un élément de pérennité incontournable. Avez-vous une idée? C'est des choses peut-être qu'on a déjà mentionnées. Qu'est-ce qu'on veut dire par nature de l'entente? Je ne sais pas, Eric, j'ai le goût de te donner la parole. Est-ce que tu saurais de dire quelques mots par rapport à ça?
Moi, ça? Ouais, je sais pas. J'ai hésité. Je te lance la balle. Je sais pas si. Oui, nature de l'entente, pour essayer. Juste, je pense que Sean a parlé, il a dit la plupart sur ça, mais c'est quoi le deal entre les utilisateurs? Faut que ça soit très clair. Faut que ça soit moins compliqué pour eux et que ça les coûte moins d'argent pour participer dans ça. Essentiellement, c'est ça. Puis, faut qu'il y ait un vrai, faut que ça les amène quelque chose plus que juste participer parce qu'ils aiment l'idée de m'utiliser leurs opérations. Et nature de l'entente, oui, organisation, définition très claire des règles et des rôles. Et c'est accountability, comment on dit ça en français? La redevabilité. Redevabilité? Genre, mais il y a un meilleur mot, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. OK, mais c'est ça, le mot que toi t'as dit, exactement. Ça, c'est important. Non, mais c'est ça, juste que tout le monde, un genre de hiérarchie, même si on n'aime pas ce mot dans le communautaire, c'est extrêmement important. Sinon, il va y avoir des trucs qui sont mal compris ou même des abus sur la part des utilisateurs. Et c'est ça qu'on veut, contourner. Fantastique. Oui, Sean. Personnellement, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi, avoir un chauffeur qui est dans le milieu un peu, dans notre cas, du comité camion. C'est parce que Eric a mentionné tous les points importants là, de la nature de l'entente en soi que les membres vont signer. Mais après, d'avoir un chauffeur, tu as un peu la responsabilité, puis tu t'assures un peu de la cohésion de tout ça. Puis les abus de service, tu sais, un membre qui veut finalement prendre 3-4 jours de livraison pour toute la semaine, il faut qu'il passe par moi avant. Fait que si on me demande des courses qui sont pas dans leur horaire qu'ils avaient réservé d'avance, mais que je suis déjà à moisson avec un autre organisme, puis qu'ils me demandent ça la veille, je dis too bad, je vais pas bumper une course régulière d'un organisme membre pour toi, ton extra de dernière minute. Faut quand même, étant donné que je suis dans le centre puis que je vais coordonner ça, ça limite vraiment beaucoup les abus parce que je peux leur dire d'avance de ça respecte pas l'entente, puis je suis avec tel autre membre qui a le droit à ses courses régulières. So, on se reprend une autre fois. Donc, je trouve que ça aide, mais d'avoir vraiment tous les bons critères puis que tout soit signé, je suis sûr que c'est très, très possible, même sans chauffeur, de s'en remettre à un code comme il fonctionne dans le West Island avec Eric. Puis, c'est ça. Super, merci. J'ai une question par rapport à la récolte et le collectif récolte en général. Vous travaillez à accompagner là, deux projets comme ça pour la mutualisation de camions. Il y a des ententes qui ont été développées, il y a des procédures, peut-être, je me demandais si vous avez des outils qui peuvent être partagés, qui sont disponibles pour accélérer des fois certains processus. Aujourd'hui, avec le webinaire, on va sortir plein d'informations, on va colliger un peu justement les ingrédients de la recette d'un camion mutualisé, mais est-ce qu'il y a des outils très concrets qui sont ou qui peuvent être partagés, qui sont issus des projets, qui sont déjà en cours? Je ne sais pas à qui lancer ma question. Je vais me lancer alors, si les autres veulent rajouter. Oui, j'ai déjà partagé en fait les bilans des premières itérations du camion partagé et actuellement, on est en train de faire en fait un guide camion pour justement le processus d'achat puis un peu les principes de base qu'il faut prendre en compte. On est en train justement de faire un sondage quand même large. On va essayer de dépasser Montréal puis aller à travers le Québec pour vraiment comprendre la réalité des organismes aussi, des producteurs qui veulent faire un processus d'achat de camions et mettre en place peut-être une mutualisation. Alors, on a hâte de vous partager ça. C'est en cours, mais on va vous tenir au courant. Fantastique. Merci beaucoup. Donc, on arrive... Oui, il y a Raphaël qui va en rajouter.
Ouais, ben, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Émilie. On prévoit en complément de ce livrable de transfert de guide camion, aussi avoir des outils type des ententes, des modèles d'entente, des gabarits d'entente, ce genre de choses pour faciliter la mise en place de ce type de projet. Donc oui, on réfléchit aussi en complément des guides à avoir des outils concrets qui puissent être utilisés. Fantastique, on adore les gabarits, c'est tellement concret puis appliqué à la réalité, c'est super, merci beaucoup. Je vais prendre 2 minutes pour aller vers la dernière question que peut-être on peut plus utiliser Jamboard, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait une vision idéale à partager ou des rêves pour le futur de la mutualisation du transport pour la sécurité alimentaire. C'est sûr qu'on peut penser à, on veut du financement pour acheter des camions puis payer des ressources humaines, c'est comme l'élément de base. Il y a Sean qui a parlé de son espace de stationnement qui est offert par la Ville de Montréal, par l'arrondissement. C'est un rêve aussi. Est-ce qu'il y a des éléments de rêve comme ça ou peut-être même on a pensé à des partages? Souvent, c'est dans un quartier, mais est-ce qu'il y a même du partage interquartier, un système vraiment régional de partage de camions? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des idées folles, des visions de rêve à partager pour la mutualisation du transport pour la sécurité alimentaire. Ah, vous n'êtes pas des rêveurs ce matin, il fait trop froid. Oui, Éric, une vraie main de vie. Non, je ne trouve pas le piton. Possiblement, une éventualité pourrait être aussi, il y a toutes ces organisations qui sont en train de travailler en silo, même s'ils partagent l'information. Fonder une organisation qui serait un service provider pour les besoins des transports communs, transports collectivisés, on pourrait dire pour des OBNL. Est-ce que ça serait juste pour les OBNL? Je ne sais pas, mais essentiellement un service de livraison subventionné, j'imagine, qui fait les services pour les organisations. Quelque chose de centralisé, ça serait bien plus efficace de faire une grande demande de financement pour comme genre 10, 12, 20, je ne sais pas combien de camions avec des chauffeurs, puis tout, quelque chose de professionnel, organisé, puis qui ferait le job. C'est définitivement plus efficace que comme on le fait actuellement. Je suis un être sensible, là, puis genre, ton rêve me donne la chair de poule. Je trouve ça vraiment cool là, comme rêve. Je trouve ça vraiment bien. Donc, j'espère que ça va... J'ose espérer qu'on va réussir à y arriver. Mettons d'ici 5 ans maximum, je ne sais pas. On pourrait certainement arriver à ça, je suis certaine. Cool, c'est un excellent rêve pour finir un peu cette conversation. Je vais revenir... Emma doit partir, mais Louis, est-ce que tu as un rêve à nous partager aussi? Non, c'est pas tant un rêve, mais c'était plutôt une remarque. Mais j'ai pas toutes les infos, fait qu'on pourra les transmettre après la rencontre. Mais c'est ça, dans le cadre de son travail sur les pôles alimentaires mené par le CQCM en ce moment, il va y avoir un atelier. En fait, il va y avoir une démarche vraiment axée sur le transport qui va être pilotée par Coop Carbone le 22 février. Merci Judith. Donc, si c'est des choses qui intéressent certains d'entre vous dans la salle, ce serait peut-être intéressant. Donc, c'est vraiment comme des ateliers faits pour comme brainstormer ensemble sur des solutions collectives. Puis là, c'est de bénéficier en plus d'un expert en transport, mobilité durable, qui pourrait justement vous donner des inputs. Donc, procédure d'inscription, je ne les ai pas, mais c'est ça. Je pense que Émilie et Raph, on pourra partager tout ça après. Voilà, c'est tout. Super pertinent. Ben oui, j'ai pensé aussi à Coop Carbone quand Éric nous parlait de son rêve. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs à Montréal qui sont déjà peut-être potentiellement des porteurs de ce genre de rêve-là. Mais déjà, s'il y a des choses pertinentes, je vais aller, vous pouvez me partager l'information. Je la partagerai à travers le courriel où est-ce qu'on va envoyer l'enregistrement du webinaire, les documents qui sont liés, toutes les fiches tout ce qu'on va créer par rapport à toutes les ressources qui vont être colligées et envoyées à tout le monde qui est inscrit aujourd'hui, qui participe ou qui ne participe pas, mais qui sont inscrits au webinaire.
Donc, vous allez avoir toute l'information. Puis, Maxime qui a la main levée. Oui, ben j'ai noté un petit rêve là, en chemin, Erika, mais c'est ça fait un peu du pouce là, avec ce que je pense Eric le disait, là, mais s'il y avait dans l'idée de service organisé, là, une application centralisée, là, une façon de mentionner son besoin pour transporter des aliments d'un point A à un point B qui serait basé sur les tarifications sociales, toutes les belles idées qui sont sorties aujourd'hui, mais qui seraient simples et qui permettraient de limiter les ressources nécessaires à partager à tous et toutes. Là. Je pense que ça serait peut-être mon rêve. Peut-être un peu techno-freak là-dedans, mais ça serait mon petit rêve d'aujourd'hui. On aime ça, les rêves techno-freak. Il y a quelque chose si on peut appuyer ce qui se passe sur le terrain avec un peu de technologie puis la rendre pertinente au lieu de scroller sur notre téléphone, ça peut être super. Fantastique. Merci, Maxime, d'avoir relevé ce rêve. On aime ça. Je vous ai mis le lien pour évaluer le webinaire. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour évaluer, nous dire ce que vous en pensez, puis nous donner des suggestions, c'est vraiment apprécié. Puis, je vous partage un sondage pour terminer. On veut faire un webinaire sur les solutions informatiques en sécurité alimentaire. Certains d'entre vous avaient déjà répondu, mais on aime ça avoir des réponses. Donc, si on parlait de solutions informatiques liées à la sécurité alimentaire, est-ce que il y a des sujets qui vous intéresseraient plus que d'autres? Donc, est-ce que c'est la mutualisation des données de la clientèle de vos services? Est-ce que c'est pour mutualiser le transport? Est-ce que c'est pour mutualiser l'approvisionnement ou l'évaluation? Tu sais, quand on parle d'approvisionnement, c'est ça, l'approvisionnement ou l'évaluation. Moi, j'ai un petit truc d'évaluation ces temps-ci. Peut-être même qu'il y a d'autres éléments liés aux solutions informatiques. Donc, on était curieux de savoir c'était quoi vos besoins par rapport à ce sujet-là, puis connaître un peu vos priorités par rapport au TI, parce qu'on aimerait ça tenir un webinaire et inviter des gens qui sont pertinents par rapport à ce sujet-là. Donc, jusqu'à maintenant, en tout cas, la mutualisation de l'approvisionnement est pas mal à l'avance devant tout le monde, tous les autres sujets. Donc, on prend ça en note. C'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit sondage. Ben voilà, c'est comme ça que je dois mettre fin à ce webinaire, mais je vous remercie tout le monde d'avoir participé, puis je remercie particulièrement Raphaël, Émilie, Maggie, Louis, Éric, Véronique et Sean. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer le webinaire, de partager toutes ces leçons apprises que vous avez eues, puis c'est fantastique de pouvoir collaborer avec des gens comme ça vous avez des expériences concrètes, vous avez travaillé fort pour mettre ces projets-là en place, puis c'est fantastique de pouvoir les partager avec tout le monde. Donc, merci pour votre temps, pour votre énergie. Puis, ce sera un plaisir toujours de recollaborer. S'il y a quoi que ce soit les personnes qui ont participé au panel aujourd'hui ou les gens qui sont dans la salle, si vous avez des idées ou des besoins, des questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec soit moi ou tous mes collègues des autres du collectif Récolte. On va se faire un plaisir de vous répondre. Je vous mets mon chat dans le courriel, exactement. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on met fin aujourd'hui à cette journée. Je vous laisse aller profiter du froid intense, puis ce sera un plaisir de se reparler bientôt. Merci beaucoup tout le monde.